Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui va porter encore une fois sur l'aptitude à l'utilisation. Donc moi je suis Nicolas Leroy, donc cofondateur, co-gérant de la société Use Concept que je présenterai un tout petit peu plus en détail juste après. Donc j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Pierre-Marie Lacroix du VMed que je connais depuis un peu plus de 10 ans maintenant parce qu'on a la chance d'animer ensemble des formations à l'aptitude à l'utilisation que je fais en alternance avec le CCIT de Lille. Donc, Pierre-Marie, je te laisse te présenter, puis après, on va dérouler les diapos. D'accord. Bonjour, Pierre-Marie Lacroix. Donc, je suis responsable de département des dispositifs médicaux, thérapeutiques et de diagnostic in vivo à GEMED. J'occupe également les rôles de référent technique aptitude à l'utilisation. Je pratique aussi des audits et des formations dans le domaine réglementaire et l'aptitude à l'utilisation. Voilà, donc je suis salarié du GEMED depuis plus de 20 ans. Ok, merci Pierre-Marie. Et puis, on est accompagné de Fabien, qui est à côté de moi, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, qui est un peu le réalisateur du webinaire, donc qui s'occupe un peu des aspects logistiques. C'est ça. Comme à notre habitude, nous, on va faire la présentation du webinaire, et à la fin, on prendra un petit temps pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en allant dans l'onglet conversation ou questions-réponses. Comme ça, nous, on pourra les récupérer, puis à la fin, on pourra y répondre. Voilà. Ok, bon, c'est parti. Juste deux diapos pour présenter rapidement Use Concept, pour ceux qui ne connaissent pas la structure. Donc, on a été créé il y a 11 ans maintenant. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans l'ergonomie des dispositifs médicaux et de l'aptitude à l'utilisation. Donc, pour faire simple, on travaille sur tout type de dispositifs médicaux, que ce soit pour des pros de santé, des patients, des tout venants, et tout type aussi de dispositifs médicaux. Ça nous arrive aussi de travailler sur les médicaments, notamment pour les tests de lisibilité, des notices, et globalement, on travaille sur toute innovation dans le domaine de la santé. Au niveau des normes, on applique principalement la 62-366, aussi la 6601-1-6 et également les guides FDA pour lesquels on applique aussi les normes d'ergonomie pour lesquels on fait des tests et utilisateurs également. Au niveau d'études de prestations, donc on fait la réalisation des études, donc tout ce qui est de requis finalement par les différentes normes, on peut le mettre en place. On fait aussi des audits, de l'audit, du conseil et également de la formation, notamment avec le GMED. Au niveau de nos Au niveau de nos expertises, donc finalement on applique toute la démarche classique d'ergonomie appliquée au domaine médical, donc l'analyse des besoins utilisateurs, l'analyse des risques, la conception d'interface, l'évaluation et le suivi post-production. Puis après, ce qu'on peut faire aussi d'un point de vue plus logistique, donc c'est recrutement de panels utilisateurs, encore une fois, pro de santé, patients ou tout venant. Et aussi, on a des salles de test qu'on utilise pour nous, mais qu'on peut aussi mettre en allocation pour les sociétés qui le demandent. Voilà, et juste quelques visuels de ce que je viens de vous expliquer. Donc, notamment ici, vous voyez en partie centrale, une salle qui est importante chez nous, c'est la salle de test qui nous permet de tester les innovations en santé et les dispositifs médicaux. Voilà, donc je laisse la parole à Pierre-Marie qui va vous présenter quelques diapos sur le GMED. Voilà, donc fort de 30 ans d'expérience dans les dispositifs médicaux, GEMED propose aux opérateurs intervenant dans le domaine des dispositifs une large gamme de services de certification. Géographiquement, nos habilitations couvrent l'Europe élargie, l'Asie et les Amériques, via notamment le programme MDSAP. En Europe, nous sommes un acteur reconnu avec une large gamme de couverture des codes de désignation. GEMED est en partenaire unique pour vous accompagner dans la mise sur le marché de vos dispositifs médicaux en vous proposant une gestion de projet adaptée et une assistance lors des évaluations via des dialogues structurés. Depuis 2025, un nouvel espace collaboratif est mis à disposition pour fluidifier les communications avec les clients. GEMED vous accompagne également dans la montée en compétences de vos équipes via son centre de formation, et notamment la formation SA49 qui est opérée conjointement entre GEMED, Use Concept et le CICT de Lille. Voilà, donc on a le plaisir d'animer depuis de nombreuses années avec Nicolas notamment. Et cette formation, pour tailler un petit peu l'avenir, évoluera en 2027 pour valoriser ces années d'expérience avec Use Concept et notamment s'adapter à vos métiers. Passer à la diapo suivante.
L'actualité du coup pour GMED concerne notamment les forums DM et DMDIV, donc qui auront lieu les 30 juin et 30 septembre 2026. Voilà, donc c'est des rendez-vous qui vous permettront de décrypter les évolutions réglementaires qui sont nombreuses en ce moment, notamment la modification de l'annexe 7 du règlement, de bénéficier de retours d'expérience autour de présentations et de tables rondes, et enfin d'échanger avec les différents acteurs du secteur des dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro. Voilà. Donc notez ces dates des 30 juin et 30 septembre, où environ 15 intervenants institutionnels ou industriels vous présenteront des thématiques d'intérêt et d'actualité pour vous accompagner dans ces évolutions réglementaires et la compréhension des exigences. N'hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire sur le lien, le QR code présent. Pour aller plus loin, nous disposons d'un catalogue de formations réglementaires, techniques et de gestion des risques. Par exemple, la formation sur la gestion des risques SA02 ou celle sur les processus de cycle de vie du logiciel. Et enfin, les formations réglementaires comme celle du règlement DMDIV. Voilà, vous pouvez scanner le QR code pour découvrir l'ensemble du catalogue de formation. Très bien, merci pour cette présentation. Donc, on va pouvoir commencer le webinaire. Juste avant, juste pour rappel, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver les anciens webinaires sur notre chaîne YouTube, Use Concept. Il y a aussi d'autres vidéos qu'on fait. Et c'est pareil, donc le webinaire qu'on présente actuellement, vous le retrouverez d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube en replay. Alors, rapidement, ce que je vais vous présenter, ce qu'on va vous présenter, donc rappel réglementaire, rappel du processus d'aptitude à l'utilisation, donc très rapide, et comment documenter le dossier. Donc ça, les 3 premières parties, c'est moi qui vais vous les présenter. L'idée, c'est d'aller assez vite, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Et puis après, je laisserai surtout la parole à Pierre Marais qui va vous faire un peu le retour d'expérience en tant qu'organisme notifié sur les dossiers d'aptitude à l'utilisation. Donc, alors, si on prend la point de vue vraiment réglementaire, si vous prenez la définition d'incident dans le MDR 745, donc par définition, donc c'est tout dysfonctionnement, toute altération des caractéristiques, et ils mettent clairement l'accent sur l'ergonomie, donc y compris une erreur d'utilisation due à des caractéristiques ergonomiques. Donc on voit bien dans le règlement que la notion d'ergonomie est clairement identifiée comme source potentielle d'incident. Donc, si vous allez dans les annexes, donc il vous est clairement dit qu'il faut limiter les erreurs d'utilisation, donc l'action de l'utilisateur qui ne serait pas correcte avec le produit. Et donc, cette façon de réduire les erreurs, donc c'est en travaillant sur les risques liés aux caractéristiques ergonomiques et à l'environnement dans lequel le dispositif est utilisé. En ergonomie, on considère qu'il y a toujours une adéquation entre le dispositif, l'utilisateur et le contexte dans lequel c'est utilisé. On ne peut pas dissocier tous ces éléments-là. Donc après, il y a pas mal d'informations. Là, je n'ai pas le temps de vous les présenter maintenant, mais il y a pas mal d'informations présentes dans les annexes du règlement. Et il vous cite en résumé les caractéristiques physiques du dispositif médical, tout ce qui est échelle de mesure, tout ce qui est étiquette, notice, et ainsi de suite. Tous ces éléments constituent l'interface utilisateur et doivent être étudiés pour éviter justement ces fameuses erreurs d'utilisation. Au niveau des normes applicables, actuellement, donc il n'y a pas de normes applicables par rapport à ces exigences. Alors, il y en avait pour les directives, c'était la 62-366 version 2008, mais pour le règlement, il n'y en a pas, en tout cas pas encore. Donc forcément, c'est l'état de l'art qui s'applique. Donc là, je vous ai listé les principales normes qui sont identifiées au niveau de l'état de l'art. Donc vous retrouvez la fameuse 62-366, donc la version 2015 qui a été avec l'amendement de 2020. Donc, c'est un peu la norme process. Je vous présenterai en 2 diapos juste après le contenu. Bon, vous avez l'équivalent pour la 6601-1-6, mais qui renvoie de toute façon à la 62-366. Après, au niveau des guides d'application, vous avez la -2 qui est importante, qui décrit les méthodes, la façon de faire pour appliquer la norme. Donc, la version 2016 qui est en cours de modification. Et vous avez également la -3, alors qui n'est pas encore publiée, qui est en cours de relecture et qui portera sur les spécificités de l'ergonomie par rapport à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je vous renvoie à notre dernier webinaire, si vous voulez en savoir plus. Dans notre page YouTube, vous retrouverez un webinaire qu'on a fait spécifique sur cette thématique-là.
Vous retrouvez aussi, là je vous ai mis la principale norme américaine, à l'ANSI HE75, voilà, qui est notamment probablement la norme la plus citée, enfin le guide le plus cité dans la 62-366. Voilà pour les normes principales. Maintenant, ce que je vais vous présenter le process décrit dans la 62-366. Alors, c'est un process qui est simplifié ici, hein, qui est un peu plus imagé. Donc, c'est pas pour vous référer au process complet, reportez-vous à la norme, bien évidemment. Mais globalement, ça correspond à ça. Donc là, il faut d'abord spécifier l'utilisation et définir les risques d'utilisation. Donc, par la spécification d'utilisation, c'est décrire qui sont les utilisateurs, dans quel contexte ils interviennent, pour quelle indication, et ainsi de suite. Et pour chaque étape d'usage, pour chaque interface, hein, il faut définir s'il y a ou pas des erreurs d'utilisation. Est-ce que l'utilisateur peut, s'il comprend mal le dispositif, faire l'action qui n'était pas celle attendue. Après, il faut définir le plan d'évaluation, comment ces erreurs vont être identifiées, intégrées dans les méthodes d'évaluation que vous allez mettre en place. Il faut concevoir forcément l'interface utilisateur. Alors, interface au sens très large, hein. Donc, s'il comprend l'interface physique, si c'est un dispositif physique, les écrans, si c'est un logiciel, mais ça comprend aussi les étiquettes, les notices, et finalement tout ce que les utilisateurs manipulent. Après, vous avez deux types d'évaluation. L'évaluation formative qui se fait au cours de la conception. L'objectif, c'est d'améliorer l'interface. Et l'évaluation sommative, c'est l'évaluation qui se fait une fois que la conception de l'interface est terminée. Et là, l'objectif, il n'est pas tant d'améliorer, il est surtout d'apporter la preuve que par rapport au risque que vous avez identifié, en fait, la conception est suffisamment efficace pour être commercialisée. Une fois que vous avez fait tout ce processus-là, vous le documentez dans le dossier d'aptitude à l'utilisation. Vous le commercialisez, puis après, vous devez faire le suivi après commercialisation. Donc là, vous avez un process simplifié pour les YOUP. Donc YOUP, c'est l'interface utilisateur d'origine inconnue. Donc ce sont les interfaces qui ont été conçues et commercialisées avant 2015 et pour lesquelles il n'y a pas eu de modification de l'interface. Donc là, la norme ne vous demande pas de redocumenter a posteriori ce que vous n'aviez pas l'obligation de faire à l'époque. Donc il y a un process simplifié, hein, pour faire simple. Donc il faut décrire comme la spécification d'utilisation. Il faut décrire tous les risques liés aux erreurs d'utilisation. Mais après, forcément, il ne faut pas documenter ce qui n'était pas obligatoire à l'époque. Par contre, il faut quand même documenter le dossier d'aptitude en soi et la surveillance après commercialisation. Et là, ici, la surveillance après commercialisation a une importance encore plus forte que pour le principe, le process global, parce que c'est la seule preuve que vous avez de la bonne maîtrise des risques d'erreur. Donc voilà, là, on résumait les principales méthodes, hein. Il y en a beaucoup plus, hein, décrites dans les guides, mais là, ça ne tiendrait pas dans la page. Donc l'idée, c'est de vous dire qu'à chaque étape du process, il y a des méthodes, hein, qui peuvent être utilisées. Là, j'ai juste focalisé sur la sommative, hein, c'est là où il y a le plus souvent des méthodes on va dire, exhaustives qui sont employées. Donc on voit que bon, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent être employées. L'audit expert, c'est si vous êtes seul en face de l'interface, vous pouvez la mettre en place pour la sommative, mais c'est vrai que c'est pas la plus fréquente. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu plus clair. Par contre, là, la bulle est plus grosse, hein, c'est pas une erreur. C'est pour les tests utilisateurs, parce que les tests utilisateurs, c'est la méthode qui est considérée comme la plus efficace pour apporter des preuves de la bonne maîtrise des risques par rapport aux erreurs d'utilisation. Et ça, vous retrouvez toutes ces méthodes-là dans la 62-366-1, mais surtout -2, où c'est beaucoup plus détaillé. Et enfin, pour conclure ma partie, donc une fois que vous avez fait tout ça, il faut constituer le dossier. Donc il faut que vous fassiez un dossier d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation, donc qui reprend l'intégralité des enregistrements de ce que vous avez fait, hein, par rapport à tout le processus. Par contre, par rapport au format, il n'y a pas de format particulier. Donc il faut avoir un dossier, mais vous n'êtes pas contraint dans le découpage des éléments. Et de la même façon, vous n'avez pas l'obligation d'avoir en physique tous les éléments dans ce même dossier. C'est-à-dire que si vous avez des enregistrements qui font partie d'un autre dossier de conception, par exemple, vous pouvez faire un lien vers ces différents éléments-là. Bon, en résumé, il faut faire un dossier, il faut documenter ce que vous avez fait dans le process, mais vous pouvez faire des références externes. Et juste, alors là, c'est un extrait du guide d'application, donc sur les éléments qui doivent constituer le dossier. Donc vous avez deux couleurs, hein, le gris qui est recommandé mais qui n'est pas obligatoire, et vous avez le bleu
avec le petit astérisque, hein, qui est pour le coup obligatoire, dans votre dossier d'aptitude à l'utilisation. Donc je ne vais pas tout vous détailler, il y a 3 pages, hein, mais l'idée c'est de comprendre un peu la logique ici. Donc à chaque fois, les méthodes d'ergonomie que vous mettez en place pour animer le process, bah, il est recommandé de les décrire, mais il n'y a pas d'obligation dans la plupart des cas. Par contre, le résultat est obligatoire. Donc si on prend par exemple la spécifique d'utilisation, vous avez décrit vos utilisateurs, vous avez décrit le contexte d'utilisation. Donc si vous avez mis en place des méthodes d'observation, d'entretien et que vous les avez documentées, c'est très bien. Par contre, il n'y a pas de caractère obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir décrit la liste des utilisateurs, la liste des contextes d'usage et les éléments qui peuvent avoir un impact sur la sécurité. Donc là, on a à peu près le même principe, hein, partout. Là où ça change, et je vais plutôt m'attarder sur cette partie-là, bah, c'est pour l'évaluation sommative, hein, qui est une méthode, qui est une étape très importante du process, parce que c'est là où vous apportez la preuve bah, que votre process il est efficace et que vous avez des mesures de maîtrise qui tiennent la route. Donc là, pour le coup, la partie méthodologie est obligatoire, et c'est là où il y a tout un tas il y a toute une liste d'éléments à respecter, hein, qui sont décrits dans les normes. Et enfin, bah, vous avez la synthèse du dossier d'aptitude, qui en soi n'est pas obligatoire, en tout cas tel que c'est marqué dans les normes, mais que nous, on vous recommande fortement de faire parce que c'est une façon pour vous de vous assurer que vous avez bien respecté le process et que vous n'avez pas oublié d'éléments dans votre documentation. Donc voilà la synthèse, hein, rapide de ce que contient la norme et comment elle doit être documentée. Donc après, je vous laisse poser des questions, hein, si vous en avez par rapport à ça. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-Marie qui va vous faire son retour d'expérience sur plusieurs années d'audit de dossiers d'aptitude à l'utilisation. Donc, je te laisse reprendre la main Oui, par rapport au partage d'écran. merci. Tout d'abord, merci Nicolas et Use Concept de nous laisser l'opportunité de présenter notre retour d'expérience sur l'aptitude à l'utilisation des dispositifs médicaux. Par l'étude des constats de nos évaluations, je vous partagerai quelques points critiques et des bonnes pratiques pour répondre efficacement aux exigences. Je vais donc tout d'abord vous présenter la méthodologie utilisée pour pour récolter les données. Ensuite, vous présenter les résultats et les analyses qu'on a pu en faire. Et enfin, nous terminerons par les points clés du processus avant de répondre à vos éventuelles questions. Sur le plan méthodologique, cette étude se base sur le recueil et l'analyse de constats d'évaluation de 5 années d'examen de dossiers d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation. Les constats ont fait l'objet d'un contrôle qualité, d'une catégorisation des points critiques. Ensuite, une analyse des constats a été réalisée en fonction des exigences, des guides et des récurrences observées. Donc, pour des points d'observation et des bonnes pratiques vous seront présentés afin que vous puissiez prendre en compte cette expérience pour répondre efficacement aux exigences. De par notre statut d'organisme notifié, nous arrêterons à la mention de points d'intention et de bonnes pratiques et nous ne pourrons pas prodiguer de conseils sur la mise en place de solutions. L'étude s'est basée sur les évaluations réalisées entre 2020 et 2025, ce qui représente plusieurs centaines d'évaluations initiales de documentation technique. On a pu constater une proportion de 5% de non-conformité rédigée en lien avec l'aptitude à l'utilisation par rapport au nombre total de non-conformités rédigées sur l'ensemble des exigences générales de sécurité et de performance. Ce pourcentage est cohérent avec la proportion d'exigences, avec le pas des exigences relatives à l'aptitude à l'utilisation par rapport à l'ensemble des exigences de sécurité et de performance du règlement. Voilà. Donc, ce poids a été obtenu par identification des exigences relatives à l'aptitude à l'utilisation et le comptage de termes a été réalisé grâce à l'intelligence artificielle. Nous focaliserons cette présentation sur les 7 thématiques les plus récurrentes. Voilà. Donc, on a établi un top 7 des thématiques les plus récurrentes. Donc, cette présentation ne se veut pas exhaustive, voilà, mais elle se concentre sur les constats les plus fréquents. Nous allons donc voir les résultats et l'analyse de cette étude.
Donc, la présentation sera toujours sous la même forme, c'est-à-dire qu'on va vous mentionner la thématique concernée, la proportion de constats par rapport à l'ensemble des constats relatifs à l'aptitude à l'utilisation, les catégories des cas relevés, le paragraphe de la norme qui concerne cette thématique, la répartition par catégorie et l'analyse au regard des exigences et des lignes directrices, ainsi que les bonnes pratiques pour répondre plus efficacement aux exigences. Voilà, et vous verrez que la couleur de la police dépendra de la catégorie de constat. Donc la 7e cause de constat est la spécification de l'interface évaluateur. Voilà. Donc cette étape correspond au chapitre 5.6 de la norme. Voilà. Donc c'est en partie la traduction des mesures de maîtrise des risques. Et ensuite, ces spécifications servent de données d'entrée pour la conception de l'interface utilisateur. Donc, elles ont une importance quand même grande dans le processus. Elles ont représenté 6% des constats sur cette période de 5 ans. L'exhaustivité représente la majeure partie des constats relevés. Mais on voit aussi qu'il y a des constats sur la documentation, sur la rédaction sous forme d'exigences techniques, et également des choses sur la prise en compte des formations, des incohérences, le lien avec la gestion des risques, des problématiques de documentation, traçabilité, d'exigence. Au niveau de l'exhaustivité, il s'agit souvent de points relatifs à la prise en compte des spécifications d'utilisation, des scénarios d'utilisation ou des erreurs d'utilisation, ou bien de la prise en compte de la nécessité de concevoir une formation, et également la prise en compte des modifications du dispositif en cours de conception ou après mise sur le marché du dispositif. Au niveau des lignes directrices et des bonnes pratiques, on peut vous conseiller de veiller à la prise en compte de toutes les erreurs d'utilisation. En fait, il y a beaucoup de constats qui faisaient mention que certaines erreurs n'étaient pas prises en compte et n'étaient pas traduites en termes de spécification. La cohérence avec la spécification d'utilisation, on en parlera tout à l'heure, et les scénarios d'utilisation. Voilà, qui sont des données d'entrée à la rédaction de l'interface utilisateur. La rédaction sous forme d'exigences techniques permettant la conception et l'évaluation formative. Voilà. Donc l'exigence doit être formulée comme une spécification suffisamment précise pour être développée et évaluée. Par exemple, si on prend l'exemple d'une poignée, on peut spécifier par exemple qu'elles doivent être angulées et permettre une préhension aisée par l'utilisateur et éviter la chute du dispositif. Voilà, donc il faut quelque chose de suffisamment précis sans forcément contraindre les solutions de conception. Également, vérifier la cohérence avec les solutions de maîtrise de risque et les données d'entrée de la conception. Préciser si une formation, une documentation d'accompagnement sont prescrites. Voilà. Et donc là, il faut sans doute se référer aux solutions de maîtrise des risques. Si dans les solutions de maîtrise de risque, on passe par une solution de information de l'utilisateur par la notice ou une formation, eh bien, de ce fait, ces éléments deviennent prescrits, donc exigés et à intégrer dans les spécifications de l'interface utilisateur. Ces spécifications, comme le demande la norme, elles doivent être documentées, donc elles doivent être clairement identifiées et lisibles et mises à jour, voilà, notamment en prenant en compte les changements de l'interface. La 6e cause de constat, c'est l'identification des phénomènes dangereux et situations dangereuses. Donc, c'est relatif au chapitre 5.3 de la norme. Cela représente 8% des constats. Les thématiques observées sont principalement l'exhaustivité des phénomènes et situations dangereuses. On retrouve aussi des problématiques de traçabilité, de documentation, d'incohérence ou de méthodologie. Voilà. Au niveau de l'exhaustivité, on observe que parfois certaines phases de vie ne sont pas considérées,
que certains éléments de la spécification d'utilisation sont également pas considérés, que l'on n'a pas utilisé les données de dispositifs similaires et les données PMS, et également l'oubli de certaines parties de l'interface. En termes de ligne directrice de bonne pratique, voilà, donc veiller à la prise en compte de toutes les phases de vie. Donc là, il s'agit de ne pas s'arrêter uniquement à la phase opératoire, la phase là, quelque part qui fait la fonction du produit, mais aussi traiter les phases amont et aval du cycle de vie, telles que le transport, la préparation, le retraitement ou la maintenance. Il convient aussi de considérer tous les profils utilisateurs. Voilà. Et justement en veillant d'avoir identifié les utilisateurs durant toutes les phases de vie, par exemple sur le transport ou la préparation, qui peuvent avoir des utilisateurs différents de la phase opératoire en elle-même. Il en est de même pour le retraitement ou la maintenance. La question aussi du patient, qui peut être aussi un utilisateur. Et c'est une question qu'on trouve souvent, notamment sur les implants, parce que le patient peut avoir à mettre en œuvre des consignes, notamment par rapport à l'utilisation de son implant. Donc, des consignes d'hygiène, par exemple, qui peuvent être importantes pour la sécurité. Et aussi prendre en compte les différents environnements d'utilisation, voilà, qui peuvent être très différents. On va des établissements hospitaliers au domicile et parfois même dans une ambulance. Voilà. Donc, pour s'assurer de l'identification exhaustive des phénomènes et des situations dangereuses, la norme propose aussi des méthodes qui peuvent vous permettre de compléter vos données internes dans l'entreprise. Voilà, elles ont été présentées par Nicolas, mais ça peut passer par des observations, des entretiens, des focus group ou des questionnaires. Autre consigne aussi de bonne pratique, c'est de vérifier la prise en compte de toutes les interfaces. Voilà. Parfois, certaines parties sont oubliées, notamment les parties documentation d'accompagnement, les notices, et aussi certains accessoires qui sont quand même utiles à l'utilisation et qui participent à la sécurité du dispositif. Comme on l'a dit, intégrer les données des dispositifs similaires et les données PMS. Voilà. Donc, ça peut être des données internes sur vos produits similaires. Et ça peut être aussi des données externes, voilà, des produits de la concurrence, et notamment les données de vigilance, les données de bibliographie sur des produits de la concurrence qui sont aussi à prendre en compte pour s'assurer l'exhaustivité des phénomènes dangereux et des situations dangereuses. Il convient aussi de maintenir une traçabilité. Alors, ce n'est pas exigé dans la norme, mais quelque part, c'est une forme de logique, hein, c'est-à-dire qu'on part des caractéristiques de l'interface, on en déduit des erreurs d'utilisation, on arrive à des phénomènes, situations dangereuses qui sont identifiés en termes de risque, cotés en termes de risque, qui aboutissent à des mesures de maîtrise de risque et des spécifications de l'interface. Il faut essayer de maintenir une cohérence entre ces éléments pour qu'effectivement on puisse voir que certains phénomènes dangereux n'aient pas été oubliés, que certaines erreurs n'aient pas été oubliées et que tout finalement a bien été pris en compte dans le processus. Et dernier point, s'assurer de la cohérence de la description du dispositif dans les autres parties du dossier technique. Ouais, parfois, on voit que voilà, des phénomènes dangereux sont oubliés en lien, par exemple, avec des contre-indications, certaines populations, certaines pratiques qui ne sont pas autorisées, mais qui peuvent être incohérentes avec l'identification des phénomènes ou des situations dangereuses. La 5e cause est le dossier d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation. Voilà, donc ces exigences sont documentées dans le paragraphe 4.2 de la norme. Nicolas vous en a donné quelques éléments. Voilà. Donc l'idée, c'est d'enregistrer les étapes, la réalisation des étapes du processus. Ça peut paraître simple, mais ça concerne quand même 9% des constats. Donc c'est rien, loin d'être négligeable. Les constats concernent principalement des dossiers incomplets avec plusieurs opérations non documentées ou des dossiers non mis à jour. Donc les bonnes pratiques qu'on peut en déduire,
Voilà, donc si on part, l'objectif du dossier, c'est d'enregistrer les résultats de chaque étape du processus. Vous avez un tableau qui est présent dans la partie 2 de la norme 62366 et qui vous décrit quelque part les éléments intégrés dans votre dossier. Alors, vous verrez 2 colonnes dans ce tableau. Une colonne où les exigences, les parties sont obligatoires, donc finalement, ça correspond aux enregistrements de chaque étape du processus. Et une partie recommandée, où là, on ajoute l'enregistrement de certaines opérations et méthodes qui peuvent aider à la compréhension du lecteur ou du contrôleur sur comment on aboutit au résultat de l'opération. La norme est assez flexible sur le dossier d'aptitude à l'utilisation. Alors, c'est une chance parce que c'est une liberté, mais en même temps, chaque liberté apporte des contraintes. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exigence que le dossier soit porteur, donc on n'est pas obligé d'intégrer tous les éléments dans le dossier. Mais par contre, il faut veiller à ce que les renvois soient documentés, qu'ils soient clairs et lisibles. Et aussi, si le dossier est évalué, transmettre les éléments référencés. Sinon, ça va aboutir forcément à des questions ou des non-conformités de la part de l'organisme notifié. Et dernier important, bien penser à mettre à jour le dossier en cas de modification. Voilà, il est indiqué dans plusieurs parties de la norme que, notamment pour les spécifications d'aptitude d'utilisation, qu'elles doivent être mises à jour. Voilà, donc c'est important en cas de modification de mettre à jour ce dossier. On arrive à la 4e cause de constat, c'est l'évaluation sommative. Donc l'évaluation sommative, elle succède à l'évaluation formative et précède la conclusion sur l'acceptation des risques liés à l'utilisation. Elle correspond au chapitre 5.9 de la norme. Elle représente environ 10% des constats. Les catégories qu'on a pu trouver sur cette évaluation somatique sont principalement l'analyse des résultats et la conclusion, et la justification d'utilisation des DM équivalents. On retrouve aussi des problématiques de documentation, d'écart par rapport au plan non discuté ou des problématiques de traçabilité. Les bonnes pratiques que l'on peut déduire de ces constats, c'est que si on leur revendique une équivalence avec soit un autre dispositif médical, soit une version précédente du dispositif, il convient de documenter l'équivalence sur le plan technique. Là, c'est ce que dit la norme. Et j'ajoute, orienté par rapport à l'aptitude à l'utilisation. Parfois, les argumentaires transmis concernent plus la clinique, l'évaluation biologique ou même la compatibilité électromagnétique. Donc, ça ne répond pas à cette exigence de documentation sur le plan technique d'un point de vue de l'aptitude à l'utilisation. Donc, il faut, même si vous partez d'une base existante, il faut vraiment adapter l'argumentaire à l'aptitude à l'utilisation. Ensuite, une étape importante, c'est une fois qu'on a fait ces évaluations sommatives, c'est analyser les résultats et conclure sur le fait qu'aucune amélioration n'est possible ou nécessaire. Voilà. C'est une opération qui doit être réalisée par le fabricant, même si les essais sont sous-traités, et qui permet de justifier pourquoi on s'arrête dans le processus. Voilà. Donc, le processus d'aptitude est un processus itératif. Voilà, on pourrait le continuer très longtemps. Mais en un moment, on estime qu'on est arrivé au bout du processus et qu'aucune amélioration n'est possible ou nécessaire. Voilà, donc il faut le documenter, ce point-là. Voilà, ce qui veut dire que ça passe par une détermination des causes profondes des erreurs observées, des observations et des commentaires. Voilà, donc là, il y a un attachement quand même à l'enregistrement de l'évaluation de ces causes. Voilà, et bien sûr, dès qu'on identifie une nouvelle erreur, elle doit être traitée dans le processus. Donc, ça va impliquer de remonter éventuellement dans des étapes préalables du processus et de le répéter, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune nouvelle erreur et que tout ce qui est observé, du coup, ne nécessite pas d'amélioration. Si jamais l'évaluation n'a pas pu être conduite selon le plan, donc ça peut être par exemple on n'a pas pu atteindre le nombre d'utilisateurs ou le profil utilisateur ne matchait pas tout à fait avec ce qui était prévu, ou on n'a pas pu par exemple reproduire tout à fait l'environnement qui était prévu, il faut analyser ces écarts et voir l'impact que ça a sur les données sorties et donc sur la démonstration que vous faites au regard de l'acceptabilité des risques.
Donc là, c'est un élément important. On voit parfois qu'il y a des écarts qui ne sont pas identifiés et pas analysés. Et dernier point qui peut paraître évident, mais qui est important, c'est aussi de tracer la version de l'interface qui est évaluée. Voilà. La norme demande à ce qu'on évalue l'interface finale ou équivalente à la production. Donc voilà, c'est important de tracer qu'on a bien fait sur une version qui sera une version de série ou représentative de la série. On arrive au top 3 des constats avec l'interface d'origine inconnue qu'on appelle UOOP, donc qui correspond au chapitre 5.10 de la norme et à l'annexe C de cette même norme. Donc les constats qui ont pu... donc l'interface d'origine inconnue, c'est un processus simplifié et adapté du processus normal de la norme. Il s'applique que dans certains cas, il s'applique dans les cas où l'interface a été conçue précédemment à l'application de la norme. Voilà. Alors, qui dit processus simplifié ne peut pas dire processus dégradé. L'objectif, c'est quand même de démontrer qu'on a une maîtrise des risques satisfaisante, c'est-à-dire documenter les risques et documenter qu'on a une maîtrise des risques qui a été mise en œuvre et efficace, et aussi démontrer via les données PMS que son risque est faible. Donc, c'est pas une option qu'il faut négliger. Le but, c'est quand même de démontrer d'une autre façon que le risque utilisateur est maîtrisé, sans avoir à répéter le processus, qui serait quelque chose qui demanderait beaucoup de ressources. Donc, en termes de constat, on remarque que les principaux concernent l'impact des changements, parce que dès qu'on a un changement quelque part, on peut remettre en cause le statut de UOOP. On retrouve aussi des données, des constats sur l'analyse des données post-market, sur l'applicabilité de ce UOOP, des problématiques de documentation, d'incohérence ou de vérification de maîtrise des risques. Au niveau des lignes directrices et bonnes pratiques qu'on peut en déduire, déjà, la première chose, c'est de s'assurer qu'on peut bien appliquer un processus UOOP. Voilà. Et aussi sur quelle partie de l'interface on peut l'appliquer, c'est-à-dire des parties qui n'ont pas été modifiées. Donc ça, c'est dit dans l'annexe C1 de la norme. Donc l'annexe C, c'est la seule annexe normative de la norme 62.366. Donc, il faut analyser les modifications qui surviennent sur l'interface. Donc là, dans votre système qualité, dès qu'on a une modification du produit, il faut se poser la question si elle impacte l'interface. Et donc, aussi quel impact sur le statut de UOOP. Et appliquer du coup le processus si nécessaire, c'est-à-dire que si sur les parties que là on va modifier, on va plus pouvoir appliquer cette annexe UOOP, mais le processus tel que décrit dans le chapitre 5 de la norme. Pour l'analyse des données post-market, il convient de ne pas juste indiquer que ça a été fait, mais quand même de décrire la méthodologie, de présenter les conclusions de cette analyse pour vous démontrer quelque part qu'elle a bien été réalisée. C'est quand même un des piliers de ce UOOP, c'est démontrer quelque part par les données PMS, par une voie alternative, que les risques liés à l'aptitude à l'utilisation sont maîtrisés. Vérifier aussi la mise en œuvre exhaustive des solutions de maîtrise de risque. Donc, ça nécessite de faire une revue de gestion des risques et de vérifier que les solutions de maîtrise de risque liées à l'utilisation ont été implémentées et sont efficaces. Et dernier point, vérifier que les 4 points demandés par ce processus simplifié ont bien été traités, ont fait l'objet d'un enregistrement. Parfois, on nous dit que c'est réalisé, mais sans en apporter à la preuve. Et dernier élément aussi, s'assurer de la cohérence de ces données avec les autres données de la documentation technique. On observe parfois des deltas entre ce qui est écrit et ce qu'on voit dans d'autres parties du dossier technique. La deuxième cause de constat, c'est les spécifications d'utilisation. Donc là, on est sur le chapitre 5.1 de la norme. Donc c'est la première étape
du processus. C'est une étape importante parce qu'il va vous fournir le cadre, les contraintes de votre processus d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation. Donc, son exhaustivité est très importante, voilà, et il convient d'y attacher une attention particulière. Cela représente 16% des constats. Les constats sont principalement des constats d'exhaustivité ou d'incohérence, voire même d'absence de documentation des spécifications de façon plus rare. Au niveau des éléments manquants sur les spécifications, on retrouve principalement l'aspect utilisateur et profil utilisateur, qui représente plus de la moitié des cas. On retrouve aussi des défauts sur l'environnement d'utilisation, l'usage revendiqué. Donc là, généralement, c'est des incohérences avec les autres parties du dossier. Le principe de fonctionnement, la population de patients ou la partie du corps humain. Voilà. Au niveau des utilisateurs, on voit que souvent le patient est parfois oublié, voilà, dans la documentation, alors qu'il peut être aussi acteur direct ou indirect de l'interface. On pense notamment aux implants où le patient peut avoir quand même une interface avec le dispositif et notamment avec certains documents d'accompagnement. Au niveau des bonnes pratiques, voilà, donc il faut, par rapport à toutes ces thématiques, focaliser l'effort sur les données spécifiques à l'aptitude à l'utilisation. Alors, autant le principe de fonctionnement, la partie du cœur, la population de patients, c'est sans doute des éléments déjà documentés dans votre dossier technique. Et il convient plus de se focaliser sur les utilisateurs et l'environnement d'utilisation, qui sont des choses très spécifiques à l'aptitude à l'utilisation et qui nécessitent un détail très important. Voilà, donc quand on parle d'utilisateur, il faut bien aussi veiller à prendre, comme on l'a vu tout à l'heure, en compte toutes les phases du cycle de vie du produit, qui vous permet effectivement d'être exhaustif dans l'identification des utilisateurs. Et également l'environnement d'utilisation, qui peut être très varié en fonction des usages, et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut aller de l'établissement hospitalier à l'ambulance, donc c'est des environnements très, très différents qu'il convient de prendre en compte. Voilà. Donc, soit vous avez toutes ces données en interne, soit il faut utiliser des méthodes d'aptitude à l'utilisation pour aller récolter toutes ces données, toutes ces spécifications d'utilisation. Il est important, comme on l'a dit, de prendre en compte toutes les phases de vie, voilà, pas seulement la phase opératoire, mais aussi les phases amont, aval, comme on a pu le voir. Et là, toutes ces phases peuvent impliquer des risques utilisateurs. Il est important aussi d'étudier la variabilité du contexte d'usage en fonction des zones géographiques. Les pratiques médicales peuvent être différentes entre les pays. Voilà, certaines opérations peuvent être faites par des utilisateurs de formations différentes. L'environnement d'utilisation peut être différent en fonction des pays. Donc, il convient d'étudier cette variabilité et de voir quel impact ça peut avoir, notamment sur vos évaluations. Et dernier point important, c'est la cohérence des données avec les descriptions du dispositif qu'on voit dans d'autres parties du dossier. Voilà. Donc, on voit beaucoup d'incohérences, et notamment en termes de l'usage revendiqué, des principes de fonctionnement, voire des patients. Voilà, notamment les populations adultes ou pédiatriques, parfois sont pas cohérentes entre les dossiers. Et bien sûr, il faut le mettre à jour en cas d'évolution ou de modification, voilà, pour qu'elle soit en permanence alignée. Et on arrive à la cause principale, voilà, le plan d'évaluation de l'interface utilisateur, qui est, je pense, le cauchemar des fabricants de dispositifs médicaux, et en tout cas qui représente quasiment 20% des constats qu'on a pu relever. Donc là, on est sur le chapitre 5.7 de la norme. Les constats qu'on a pu relever, c'est principalement des défauts méthodologiques, ou une méthodologie qui n'est pas assez détaillée. On retrouve aussi des fois l'absence de plan, l'absence de justification de réalisation d'essais, des problématiques d'échantillonnage, c'est-à-dire du nombre de personnes incluses dans les essais, l'absence de prise en compte d'une formation qui serait nécessaire, des incohérences entre les spécifications et les évaluations réalisées. Et bien sûr, comme on l'a dit, des problèmes de méthodologie.
Voilà, donc ce plan il est important parce qu'il est postérieur à la rédaction des spécifications. Il va être juste avant le développement et l'évaluation de l'interface. Donc c'est vraiment le lien entre deux étapes importantes de la norme. Voilà, il va donc fixer les méthodologies et permettre des évaluations, un développement et des évaluations efficaces. Au niveau des défauts méthodologiques, on a pu constater des objectifs ou une méthodologie pour la formative insuffisamment documentée, des cohérences avec les scénarios sélectionnés, la justification des méthodes, les critères d'évaluation des informations de sécurité, la justification de l'environnement de test ou les méthodologies de collecte des données. Donc, au niveau des bonnes pratiques, voilà. Et il convient bien sûr de documenter le plan avant les évaluations, c'est ce qui fixe la méthodologie, et de s'assurer de sa cohérence avec les autres éléments de la documentation technique. De veiller au détail de la méthodologie, notamment justifier les évaluations, notamment si on ne procède pas à des tests évaluateurs en sommative. Le lien avec les scénarios sélectionnés pour qu'on puisse s'assurer que tous les scénarios sélectionnés sont bien pris en compte. La partie de l'interface à évaluer, notamment s'assurer qu'on n'oublie pas une partie de l'interface qui est dans un scénario. L'environnement d'essai, selon la spécification d'utilisation. Donc là, il doit être bien sûr représentatif des situations réelles d'environnement. Donc il peut être réel ou simulé. Les critères d'évaluation et les méthodes de collecte de données. Voilà, donc les critères d'évaluation, il faut bien sûr définir ce qu'est une utilisation normale de l'interface. Et les méthodes de collecte de données, c'est comment effectivement vous allez recueillir toutes les données et comment vous allez les interpréter. Intégrer, si c'est exigé, les documentations d'accompagnement et les formations. Donc elles doivent être aussi évaluées si elles répondent à des risques. Et bien sûr, s'assurer que les profils d'utilisateurs sont représentatifs et fixer le nombre d'utilisateurs par groupe pour les essais utilisateurs. Donc là, il n'y a pas d'exigence normative, mais par contre, il y a un état de l'art qui est clairement établi dans la partie 2 de la norme et aussi dans la norme américaine. Donc voilà, si on peut faire autrement, mais en tout cas, il faut justifier de son nombre d'utilisateurs par rapport à l'état de l'art. Donc voilà pour ces points critiques et ces bonnes pratiques. Je vous propose maintenant de vous présenter les points clés du processus et de vous remettre un petit peu en phase par rapport aux différentes étapes du processus avant de répondre à vos questions. Donc la première étape, c'est identifier les exigences applicables. Donc bien sûr, les exigences de sécurité et de performance qui s'appliquent à l'aptitude à l'utilisation. Les normes appliquées, bien sûr la 62366, alors qui n'est pas harmonisée aujourd'hui pour le règlement, mais qui le sera dans le futur. Et aussi d'autres normes sur lesquelles on peut retrouver des exigences d'aptitude à l'utilisation. On pense notamment à la norme sur le conditionnement, la 11607. Il y a aussi des exigences qu'on peut retrouver dans les normes électromédicables, comme les séries de normes 6601. Adapter le choix des méthodes ou outils en fonction de l'interface, de la modification, voir si on est en loop. La norme, c'est une norme très pragmatique qui, en fonction de l'interface, permet de faire plus ou moins. Et là, c'est en fonction des risques, et notamment en fonction de la gravité des risques. Voilà. Donc, ça laisse beaucoup de liberté. Alors, la liberté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien, mais ça ne fournit pas beaucoup de cadres. Donc là, c'est important pour vous de positionner sur effectivement ce que vous faites, le choix des méthodes et des outils, et la profondeur dans laquelle vous faites les choses. Donc là, il faut avoir une approche risque, il y a des critères définis par la norme, mais c'est important de le documenter, de le justifier pour éviter des questionnements ou des non-conformités. Documenter précisément la spécification d'utilisation. Donc, on l'a vu, c'est la première étape, c'est ce qui fournit le cadre à votre processus. Donc là, il faut que ça soit très détaillé pour qu'effectivement votre processus parte sur de bonnes bases et qu'il n'y ait pas d'oubli, que ce soit des utilisateurs en environnement en bas de l'écrit ou tout autre élément qui pourrait mettre en cause tout ce que vous faites, tous les investissements que vous faites dans le processus et notamment les évaluations. Analyser les risques et notamment de le faire en utilisant, si besoin, les méthodes d'aptitude à l'utilisation. Voilà.
c'est une norme basée sur la gestion des risques. Donc cette étape est aussi importante et permet de vous assurer l'exhaustivité de l'identification des risques et aussi de leur cotation, parce que la norme demande effectivement à ce qu'on adapte l'effort en fonction de la gravité du dommage. Donc c'est aussi une étape qui va vous permettre de cerner les choses et d'adapter l'effort. Ensuite, établir la spécification d'interface utilisateur. Donc là, c'est les exigences techniques qui vont vous permettre de développer, d'évaluer votre interface. Il faut y intégrer aussi la documentation d'accompagnement et les exigences de formation. Documenter le plan d'évaluation en y précisant les méthodes et conditions d'essai. Voilà, ce plan, c'est la transition entre la spécification et le développement et l'évaluation d'interface. Donc, il a toute son importance. C'est la cause principale de constat qu'on a pu observer. Donc là, il faut y apporter une attention particulière et plus on détaille ce plan, moins on a de risques de problématiques identifiées, notamment en évaluation. Développer l'interface et réaliser les évaluations formatives. C'est une étape qui se veut cyclique selon la norme, c'est-à-dire qu'on répète des boucles de développement et d'évaluation. Et plus on répète ces boucles, plus on peaufine les choses, plus on a de chances que les résultats soient satisfaisants en évaluation sommative, moins on aura de constats ou de risques identifiés. Et de la même façon, meilleure sera l'interface utilisateur et probablement moins il y aura de retour PMS sur votre interface. Donc là, c'est une des étapes très importantes qu'il ne faut pas négliger. Sans doute à débuter très tôt dans le processus de certification et pour aboutir à une interface la plus optimisée possible et donc une interface qu'on n'a pas besoin de retoucher en fin de conception, voire après la mise sur le marché du produit. Et enfin, réaliser l'évaluation sommative et conclure sur l'acceptabilité des risques résiduels. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est quand même itératif ce processus. Donc, voilà. Mais à un moment, il faut démontrer qu'on peut s'arrêter. Donc, on a été au bout des choses et donc qu'aucune amélioration n'est nécessaire ou possible selon les termes de la norme. Voilà. Donc, pour cette présentation, si vous avez des questions. Merci beaucoup Pierre-Marie pour cette présentation très intéressante. Donc, avec Fabien, on regardait les questions au fur et à mesure. Donc, je laisse la parole à Fabien qui va les dispatcher. Merci beaucoup Pierre-Marie. On avait une première question de Jouar, du coup plus pour Nicolas, qui se demandait si l'aptitude à l'utilisation a un impact sur le taux d'adoption du dispositif médical par l'utilisateur final et le taux de prescription par le professionnel de santé. Alors oui, c'est une bonne question. Alors, c'est pas l'objectif principal de l'aptitude, du process d'aptitude, qui est plutôt de vérifier qu'il n'y a pas de risque à l'utilisation. On va dire que c'est un bénéfice collatéral. Alors ça fait partie, quand on met en place un process où on analyse les aspects UX, expérience utilisateur et ergonomie, au-delà de la santé, je parle de manière très générale, c'est justement pour cet objectif-là. C'est pour qu'il y ait une interface qui soit adaptée au contexte, adaptée aux besoins et qui soit facile à utiliser. Et c'est un des facteurs qui va améliorer l'acceptabilité des produits. Donc effectivement, donc la réponse, c'est oui. Si la méthode, vous la mettez bien en place, ça va vous aider à améliorer l'acceptabilité. Et voire même pour aller un peu plus loin. D'ailleurs, c'était l'objet du dernier webinaire, donc je vous invite à aller, si vous voulez en savoir plus sur la question, aller voir notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi faire un peu plus que ce qui est requis dans la norme pour justement étudier de façon plus approfondie les aspects d'acceptabilité. Donc, je vous explique, vous faites un test utilisateur. L'objectif premier, c'est comme de montrer que en sommative que les risques sont, ou en formative, que les risques sont bien maîtrisés. Mais profitez-en aussi, les utilisateurs sont là, vous avez recruté la salle, vous avez fait venir, vous les avez indemnisés, le cas échéant. Abordez aussi les aspects plutôt d'acceptabilité presque commerciale en deuxième partie. Comme ça, vous allez rentabiliser la démarche. Alors là, j'ai une question de Solena plus pour toi, Pierre-Marie, donc qui se demande, dans votre expérience, est-ce qu'un même dossier rassemble plutôt plusieurs constats en même temps, ce qui indiquerait un processus incomplet, ou est-ce que les situations rencontrées sur le terrain sont tout autres?
extrêmement variable. La maturité des entreprises sur le processus est assez différente. Donc, on retrouve des dossiers, effectivement, on retrouve des constats sur différentes parties du dossier et d'autres où on a une maturité plus grande et finalement, on observe moins de choses sur le processus. On a également Hélène qui se pose une question. Donc, en cas d'un SAMD, comment savoir si la modification fait sauter le statut de Youp ou pas? Et donc, par conséquent, comment documenter a posteriori si simplement si seule une petite modification est faite est faite à la partie Youp? Et c'est une question intéressante, effectivement, parce que là, il faut définir justement ce que sont les parties d'interface. Après, probablement, on a quand même différents écrans. Voilà, donc, on peut sans doute cibler finalement ce qui est modifié. Et éventuellement, si l'impact est important, voir quelle partie de l'interface doit faire l'objet du processus tel que décrit dans le paragraphe 5 de la norme. Voilà, mais c'est effectivement, suivant la situation, ça peut être plus ou moins compliqué. Certaines modifications peuvent vite finalement impacter pas mal d'écrans, voire de fonctions du logiciel. Donc voilà, c'est du coup un argumentaire qui doit être bien détaillé. D'ailleurs, pour compléter ce que dit Pierre-Marie, hein, le chapitre 4.3 de la norme qui parle du cadrage de l'effort indique que, en fonction de l'importance de la modification et de la criticité du risque associé, vous pouvez moduler l'effort que vous mettez, notamment dans le choix des méthodes, en fait. Tout à fait. Et alors Hélène, elle a complété par une autre question. Donc, pour l'épreuve de la sommative, est-ce que les enregistrements vidéo sont obligatoires et quelles sont les autres preuves acceptables? Alors, dans la partie d'un tiré 1, on ne va pas jusque-là. On doit finalement avoir un enregistrement de toutes les opérations. Donc, on pourrait très bien avoir quelque part une synthèse qui soit enregistrée voilà, et qui soit présente dans le dossier. Je pense que c'est quand même un intérêt de garder les vidéos parce que ça fait autant d'éléments que vous pouvez ensuite réutiliser pour notamment peaufiner des prochains protocoles d'essai, de prochains plans d'essai, ou même revoir certains éléments pour confirmer des conclusions. Voilà. Donc, comme on l'a vu, la norme est assez flexible sur les enregistrements qu'on y met dans le dossier. Voilà, donc il y a des parties obligatoires, c'est effectivement l'enregistrement de chaque étape. Et après, c'est un peu à votre discrétion de savoir dans quel détail vous allez en termes de quantité d'enregistrement. Voilà, il faut toujours bien penser c'est un dossier qui doit être évalué, donc il faut penser à la présentation, à l'exhaustivité de ce qui est nécessaire pour démontrer la conformité aux exigences. Alors on a encore une autre question. Est-ce que le plan d'évaluation peut être intégré dans le plan de validation du produit? Est-ce le protocole de l'utilisabilité et quels sont les documents qui répondent, à cette exigence? Alors là, comme on l'a dit tout à l'heure, la norme est assez flexible là-dessus. Le dossier ne doit pas forcément être autoporteur, donc on peut documenter certaines parties du processus dans d'autres parties de la documentation technique ou du dossier de conception. Voilà. Alors cette liberté est intéressante par rapport à vos systèmes qualité, vos processus, parce qu'elles vous permettent d'être sans doute plus cohérent avec vos organisations. Par contre, elle a la contrainte que il faut quand même clairement identifier où vont se retrouver les éléments du plan spécifiques à l'aptitude à l'utilisation. Donc, il faut avoir quand même une lisibilité quand même qui soit assez importante. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier de transmettre cet élément lors de l'évaluation de la documentation technique. Donc, c'est possible, mais voilà, il faut prendre certaines précautions pour s'assurer que ça puisse être vu de l'utilisateur et analysé par l'évaluateur. On avait, aussi une question, tac, que je la retrouve. Hem, alors, ah oui, c'était concernant les DM, in vitro. Est-ce que le niveau d'exigence était le même que pour les DM, classiques? Les exigences générales de sécurité et de performance sont les mêmes.
Après, ce qui change, ça va être le cadrage de l'effort, effectivement. Et c'est tout l'intérêt de cette norme, c'est un côté très pragmatique, contrairement à d'autres normes des secteurs du DM, c'est qu'on peut adapter son effort et quelque part à la complexité de l'interface, au niveau de risque. Voilà. Et si son interface, par exemple, ne présente pas des risques qui peuvent entraîner des conséquences, des dommages graves, on peut vraiment limiter son processus et on n'est pas obligé d'aller très très loin dans les méthodes et l'effort qu'on y met. Donc oui, ça dépend vraiment de l'interface du dispositif et on peut s'adapter. Voilà. Donc, je pense qu'on a le temps de prendre encore une question peut-être. Alors on a voilà l'évaluation formative, une question de Maher, qui se demande si l'évaluation formative se fait uniquement avec des professionnels ou tous les utilisateurs définis, par exemple navigation dans le menu, la notice. Avec la méthode de test utilisateur, est-ce qu'il faut faire des scénarios pour guider l'échange? alors là, je dirais que ça dépend de la méthode. Et là, je vais peut-être laisser Nicolas préciser, parce que je pense qu'il connaît beaucoup mieux les méthodes que moi. Ah, non, parce que moi, j'étais en train de lire une autre question. En fait, c'est soit les Faire méthodes des scénarios pour guider informatiques. l'échange lors des tests. Ah, pardon, vous avez parlé en même temps. Oui. Est-ce qu'il faut guider? C'est ça. En fait, il faut déjà le premier niveau, c'est le recrutement. Il faut définir les critères de recrutement et donc faire un échantillonnage représentatif. Et en fait, la méthode des tests, c'est assez scripté. Donc, il faut quand même être directif. Il ne faut pas juste les laisser faire ce qu'ils veulent. Alors, ces méthodes, hein, ces méthodes qui existent, hein, c'est une simulation tout simplement qui est aussi listée hein, dans la norme. Mais les tests utilisateurs, c'est plus comme un jeu de rôle. On leur dit, vous devez faire ça, imaginez que vous avez besoin de faire telle action. Donc, c'est scripté. Après, tout le challenge, c'est de ne pas les influencer. C'est de ne pas éviter de donner des éléments de réponse dans la consigne. Mais effectivement, on est obligé d'être directif parce que si on n'est pas directif, en fait, on va avoir beaucoup de mal à tester tous les risques qu'on veut évaluer. Donc voilà, donc c'est relativement directif. Mais une fois qu'on les a dirigés, après on les laisse faire. Alors, c'est pas... On leur dit, en fait, si vous voulez, on leur dit pas appuyez sur tel bouton, afficher tel élément à l'écran. On leur dit, voilà, vous avez telle problématique avec un patient, si c'est un médecin, vous voulez faire le diagnostic de telle pathologie, et après on les laisse se débrouiller. Mais on est directif dans le contexte d'utilisation. Alors, oui, alors après, c'est vrai que il y a une question qui est un peu plus précise. Bah, écoutez, là, ça devient un peu technique. Éventuellement, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on en discute ou sur les éléments précis, mais là, ça devient peut-être un peu. Il faudrait un échange direct hein, pour répondre à votre question très précise. Désolé. Il y avait d'autres Ben, je questions aussi. pense qu'on est. Attends, il y en avait une que j'avais eue justement. Est-ce que, bon, est-ce que le test sommatif peut être fait au domicile du patient? Après, ça, dans l'absolu, la norme ne l'empêche pas. L'idée, par contre, c'est quand même de pouvoir avoir quelque chose qui doit être reproductible. Donc, en général, quand c'est des patients, quand on fait un test, on aime bien pouvoir avoir un environnement qui est, on va dire, assez contrôlé. Et donc, c'est au domicile des patients, c'est assez rare. Bon, même, je n'ai quasiment, enfin, j'en ai déjà fait, mais pas pour des dispositifs médicaux. Donc là, c'est aussi une question de logistique. Par contre, le test, il se fait plutôt assez régulièrement dans les cabinets médicaux des médecins. Mais là, pour une raison très pragmatique, c'est que parfois on a du mal à les recruter. Et pour arriver à avoir un échantillon représentatif, voilà, on est obligé de se déplacer pour faire les tests sur place, quand le dispositif le permet. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas une obligation. Qu'on va dans le lieu d'usage classique, c'est plutôt parce qu'on n'a pas trop le choix, concrètement. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que Bah, je vois qu'il y avait après, encore deux petites questions aussi. Oui, je pense qu'on peut encore reprendre cette dernière. Donc Stéphane qui se demandait si la
reproductibilité interopérateur peut-elle être un élément d'évaluation de l'aptitude? Heu, faut-il l'étudier en formative ou en sommative? En comparaison, par exemple, avec, entre des performances avec un expert, versus un patient. Oui, en tout cas, il faut analyser les résultats et au préalable, on a dû étudier les profils utilisateurs et notamment particulièrement les caractériser si jamais ils sont différents. Et effectivement, on peut étudier les différences entre les différents groupes évaluateurs ou même la pertinence du groupe utilisateur qu'on avait identifié si jamais on observe des résultats très différents entre les utilisateurs. Ouais, alors après, c'est vrai que là, là, c'est pareil, il faudrait qu'on échange pour savoir un peu ce que vous voulez dire par là. C'est vrai qu'on fait aussi le recrutement, on essaye de prendre aussi des utilisateurs assez variés, dans le sens où ils sont censés être représentatifs de la population. On est plus dans la notion d'échantillonnage. Donc, par exemple, si c'est une application grand public, on va prendre aussi bien des personnes, peut-être des adolescents, des jeunes adultes, des adultes plus âgés, voire même des personnes très âgées qui ont peut-être des niveaux d'études importants ou qui n'ont pas fait d'études. Donc là, on est plutôt on va avoir plutôt un panel assez diversifié. Donc c'est vrai que là, on n'est pas trop dans l'esprit d'étudier la reproductibilité ou ce genre de choses. On est plutôt en train de se dire par rapport à toute la diversité des utilisateurs potentiels, est-ce que les risques ont été rencontrés ou est-ce que l'utilisation a été correcte par rapport plutôt par rapport à l'analyse des risques. Alors, je sais pas si c'est ce que vous aviez en tête, hein, mais après, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse échanger direct, si ça convient pas. Pour tout ce qui est rediffusion du webinaire, ce sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, Voilà. voilà. Donc, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Encore un grand merci à Pierre-Marie pour ce partage sur ces retours d'expérience extrêmement intéressants. Merci à toi, Nicolas, de nous avoir laissé la possibilité de présenter ces données. Bah, écoute, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, dans quelques jours, vous retrouverez ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas, hein, vous avez nos coordonnées, ceux qui ont. Alors désolé pour les questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse. N'hésitez pas à nous contacter directement pour qu'on puisse échanger le cas échéant. Bonne journée.